Dimanche. Je ne sais pas vraiment pourquoi je mets tout ça par écrit, et pas sur mon ordinateur. Je crois avoir remarqué certaines choses étranges. Non pas que je ne fasse pas confiance à l'ordi. J'ai juste besoin d'organiser mes pensées. J'ai besoin d'inscrire tous les détails en un lieu objectif, en un lieu où je sais que ce que j'écrirai ne pourra être ni supprimé ni changé. Non pas que ça m'est déjà arrivé. C'est juste que tout s'entremêle dans mon esprit, un troupe qui prête à toute chose une empreinte étrange. Je commence à me sentir à l'étroit dans ce petit appartement. C'est peut-être ça le problème. À cette époque, il me fallait juste partir et donc choisir l'appartement le moins cher, le seul situé au sous-sol. Le manque de fenêtres ici fait que le jour et la nuit paraissent se succéder sans qu'on ne puisse discerner ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas sortie depuis quelques jours parce que je travaillais intensivement sur ce projet de programmation. Je suppose que je voulais en finir le plus rapidement possible. Des heures assis à regarder un moniteur peut se faire sentir n'importe qui bizarre, je sais, mais pourtant je ne pense pas que ce soit ça. Je ne suis pas certain de savoir quand j'ai commencé pour la première fois à sentir que quelque chose n'allait pas. Je ne peux même pas définir cette chose. Cela fait peut-être un moment que je n'ai parlé à personne. C'est sans doute la première chose qui m'a effrayée. Tous ceux à qui j'ai l'habitude de parler pendant que je programme ont affiché le statut absent ou ne sont simplement pas du tout connectés. Mes messages restent sans réponse. Le dernier mail que j'ai reçu de qui que ce soit a été celui d'un ami me disant qu'on parlerait ensemble quand il rentrerait du magasin et c'était hier. Je téléphonerais bien avec mon téléphone portable, mais la réception est épouvantable ici. Oui, c'est ça. J'ai juste besoin d'appeler quelqu'un. Je vais sortir. À vrai dire, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Alors que la panique causée par la peur s'estompe, je me sens quelque peu ridicule d'avoir été effrayée sans aucune raison. Je me suis regardée dans le miroir avant de sortir, mais je n'ai pas rasé la barbe de 2 jours qui m'était poussée. Je me suis dit que je n'allais dehors que pour un rapide coup de fil. J'ai quand même pris le soin de changer de haut. C'était l'heure du déjeuner et j'ai pensé que j'allais sûrement tomber sur une personne que je connaissais. Ça n'est pas arrivé. J'espérais que ça arrive. Quand je suis sortie, j'ai doucement ouvert la porte de mon petit appartement. Un léger sentiment d'appréhension s'était déjà, en quelque sorte, logé en moi, pour une raison que je ne m'explique pas. Je supposais que cela était dû au fait que je n'avais parlé à personne, excepté à moi-même ces derniers jours. Je scrutais le couloir terne et gris, terni par le fait qu'il s'agissait d'un couloir de sous-sol. À l'une de ses extrémités se trouvait une large porte métallique qui menait à la chaufferie du bâtiment. Elle était verrouillée, bien sûr. De lugubres machines à soda se tenaient devant elle. J'ai acheté un soda à l'une d'entre elles le jour où j'ai emménagé, mais sa date d'expiration indiquait 2 ans. Je suis même tout à fait certain que personne ne sait que ces machines sont ici, ou bien ma logeuse bon marché se fiche de les réapprovisionner. J'ai fermé ma porte lentement et marché dans l'autre direction, faisant attention à ne pas faire le moindre bruit. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai choisi de faire ça, mais c'était amusant de céder à la pulsion étrange de ne pas briser le bourdonnement paresseux des machines à soda, du moins pour le moment. J'atteignis la cage d'escalier, montai les marches jusqu'à la porte d'entrée de l'immeuble. Je regardais à travers la lucarne de la lourde porte, et reçus comme un choc. Ce n'était définitivement pas l'heure du déjeuner. La morosité de la ville planait au-dessus de la sombre rue au dehors, et les feux de circulation à l'intersection au loin faisaient luire des yeux jaunes. D'obscurs nuages pourpres et noirs faits de la lueur de la ville étaient en suspens dans l'air. Rien ne bougeait excepté les arbres sur les trottoirs qui étaient remués par le vent. Je me souviens avoir frissonné sans avoir eu froid pourtant. C'était peut-être le vent à l'extérieur. Je pouvais vaguement l'entendre à travers la lourde porte métallique, mais je savais qu'il s'agissait de ce genre unique de vent de fin de soirée, le genre constant, froid et silencieux. À l'exception faite de la musique rythmée qu'il faisait en se glissant à travers les innombrables feuilles d'arbres qui m'étaient invisibles. Je décidai de ne pas aller dehors. Au lieu de ça, je levai mon téléphone en direction de la lucarne de la porte et vérifiai la réception. Les barres du réseau remplirent le signal et je souris. Il était temps d'entendre la voix d'une autre personne. Je me souviens m'être dit, soulagé. Quel étrange sentiment que celui d'avoir peur sans la moindre raison. Je secouai la tête, riant de moi-même en silence. J'appuyai sur une touche du téléphone, activant la numérotation abrégée pour le numéro de portable de mon amie la plus chère, Amie, étant l'appareil à mon oreille. Il sonna une fois, puis s'arrêta. Rien ne se produisit. Je n'écoutai rien d'autre que le silence durant une bonne vingtaine de secondes, puis je raccrochai. Je fronçai les sourcils et vérifiai le réseau à nouveau. Toujours plein.
Je m'apprêtais à enfoncer la touche à nouveau lorsque le téléphone retentit au creux de ma main, me surprenant. Je l'amenai à mon oreille. « Allô ?» demandai-je, réprimant presque instantanément le léger choc d'entendre l'écho d'une voix, bien que ce fût la mienne. Je m'étais habitué, malgré moi, au bourdonnement monotone de la chaufferie, à ceux de mon ordinateur et des machines à soda dans le couloir. Il n'y eut aucune réponse au début, mais ensuite, finalement, une voix se fit entendre. « Hey, salut !» dit une voix d'homme net, l'âge d'étudiant sans doute comme moi. « Qui est à l'appareil ?»« John !» répondis-je confus. « Oh, désolé, mauvais numéro !» répliqua-t-il avant de raccrocher. J'abaissai le téléphone et m'appuyai contre l'épais mur en briques de la cage d'escalier. C'était bizarre. Je regardai la liste des appels reçus, mais le numéro était inconnu. Avant que je n'ai pu y réfléchir davantage, le téléphone sonna intensément, et à nouveau me surprit. Cette fois-ci, je regardai qui m'appelait avant de répondre. Il s'agissait d'un autre numéro inconnu. Cette fois-ci, je tins l'appareil à mon oreille sans rien dire. Je n'entendis rien, sinon le bruit de fond général de n'importe quel téléphone. Soudain, une voix familière brisa ma crispation. « John ?» fut le seul mot dans la voix d'ami. Je laissai échapper un soupir de soulagement. « Hey, c'est toi !» répondis-je. « Qui d'autre ça pourrait être ?»« Oh, oui, le numéro. Je suis à une fête sur la 7e avenue, et mon portable m'a lâché juste au moment où tu appelais. C'est le téléphone de quelqu'un d'autre, évidemment. »« Ah, ok, répondis-je. »« Et toi, t'es où ?» me demanda-t-elle. Mes yeux se posaient furtivement sur les murs ternes, en blocs de cylindre et peints à la chaux, ainsi que sur la lourde porte métallique avec sa petite fenêtre. À mon immeuble. Je me sentais enfermée, je n'ai pas réalisé qu'il était si tard. « Tu devrais venir me rejoindre » dit-elle en riant. « Non, je ne me sens pas d'humeur à chercher par moi-même un lieu étrange en plein milieu de la nuit, » dis-je en regardant par la fenêtre à la rue, au vent silencieux qui m'effrayait tout de même un peu en secret. « Je pense que je vais simplement continuer à travailler, ou aller au lit. »« Mais non ! Je peux venir te chercher. Ton bâtiment est près de la 7e, non ?»« Combien de verres t'as bu ? Tu sais où j'habite ? » ?»« Oh, bien sûr. Je suppose que je ne peux pas y arriver à pied, n'est-ce pas ? » ?»« Tu pourrais si tu voulais perdre une demi-heure, » lui répondis-je. « C'est juste. Bon, ok, je dois te laisser. Bonne chance avec ton projet. » À nouveau, j'abaissai le téléphone, en regardant les numéros clignoter alors que l'appel se terminait. Puis le silence bourdonnant se réaffirma dans mes oreilles. Les deux appels étranges et l'inquiétante rue dehors ne faisaient qu'accentuer ma solitude, dans cette cage d'escalier vide. C'était peut-être le fait d'avoir regardé trop de films d'horreur qui m'a soudainement fait avoir l'idée inexplicable que quelque chose pouvait regarder à travers la fenêtre de la porte et me voir. Une sorte d'horrible entité qui rôdait au bord de la solitude humaine, n'attendant qu'à fondre sur ceux trop confiants et qui se seraient éloignés, loin des autres êtres humains. Je savais que la peur était irrationnelle, mais personne d'autre que moi n'était présent. Alors, j'ai sauté en bas des escaliers et dégringolant jusqu'à atteindre le couloir en bas, menant à la porte de ma chambre, et refermant la porte aussi rapidement et silencieusement que je le pouvais. Comme je l'ai dit, je me sens un peu ridicule d'avoir été effrayée pour rien, et la peur s'est déjà évanouie. Mettre tout ça par écrit aide beaucoup. Ça me fait réaliser que rien n'est anormal. L'écriture nous purifie des pensées et des peurs à moitié formées, et ne laisse que la froide réalité, seulement composée de faits solides et avérés. Il est tard. J'ai reçu un appel d'un mauvais numéro, et le téléphone d'Amy est hors service, alors elle m'a rappelé avec un autre numéro. Rien d'anormal ne se passe. Pourtant, il y avait bien quelque chose d'anormal à propos de cette conversation. Je sais que ça pourrait simplement être l'alcool qu'elle a consommé, ou n'était-ce pas tout simplement elle qui m'a semblé étrange? Ou était-ce... Oui, c'est ça. Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce moment en écrivant tout ça. Je savais qu'écrire aiderait. Elle a dit qu'elle était à une fête, mais j'ai rien entendu sinon le silence derrière sa voix. Bien sûr, ça ne veut rien dire en particulier. Elle aurait pu s'isoler dehors pour passer l'appel, tout simplement. Non, ça ne pouvait pas être ça non plus. J'ai pas entendu le vent souffler. J'ai besoin d'aller voir si le vent souffle toujours. Lundi. J'ai oublié de finir d'écrire la nuit dernière. Je suis pas sûre de ce que je m'attendais à voir quand j'ai monté les escaliers en hâte et regardé par la fenêtre de la grosse porte métallique. Je me sens ridicule. La peur de la soirée d'hier soir me semble floue et déraisonnable. Il me tarde d'aller dehors baigner dans la lumière du soleil. Je vais vérifier mes mails, me raser, me doucher et enfin sortir d'ici. Attendez, je crois avoir entendu un truc. C'était le tonnerre. Moi qui me faisais une joie à l'idée de baigner dans la lumière du soleil et de respirer l'air frais,
Rien de tout ça n'est arrivé. Je suis sortie de ma chambre pour me rendre dans la cage d'escalier et en haut j'ai rien trouvé d'autre qu'une grosse déception. La petite lucarne de la lourde porte métallique laissait voir uniquement de l'eau couler sur la vitre, une pluie torrentielle d'ailleurs qui venait s'écraser contre elle. Seule une faible et obscure lumière parvenait à se faufiler dans la pluie. Mais au moins je savais qu'en était le jour, même si c'était un jour gris, mièvre et pluvieux. J'essayais de regarder à travers la fenêtre en attendant qu'un éclair illumine l'obscurité environnante, mais la pluie était trop puissante et je n'ai rien pu discerner d'autre que de vagues formes étranges se déplaçant à des angles bizarres à travers les flots qui arrosaient la vitre. Déçu, je fis demi-tour, mais je ne voulais pas retourner à ma chambre. Au lieu, je m'aventurai plus haut dans les escaliers, passant le premier étage et le second. Les escaliers se terminaient au 3e étage, le plus haut dans le bâtiment. Je regardais à travers le verre qui courait tout le long de la paroi extérieure de la cage d'escalier, mais tout était déformé. Le verre était de ces verres épais qui laissent passer la lumière et seulement la lumière, non pas qu'il y ait beaucoup à voir à travers la pluie après tout. J'ai ouvert la porte de la cage d'escalier du 3e étage et ai commencé à errer dans son couloir. La dizaine d'épaisses portes en bois, peintes en bleu, il y a longtemps, semble-t-il, étaient toutes fermées. J'étais attentif au moindre bruit alors que je marchais, mais nous étions en plein milieu de la journée, et je n'étais donc pas surpris de n'entendre rien d'autre que la pluie dehors. Comme je me tenais là dans le couloir sombre, écoutant la pluie, j'ai eu l'étrange et fugitive impression que les portes étaient plantées dans le sol, pareil à des monolithes granitiques et silencieux, érigés par quelque ancienne civilisation oubliée, et qui avaient un quelconque rôle insondable de gardien. Éclairé, et j'aurais pu jurer que, l'espace d'un instant, le vieux bois d'un bleu granulé était semblable à de la pierre brute. Je ris de moi-même pour avoir laissé mon imagination prendre le dessus sur moi, mais il m'est apparu alors que la sombre morosité ambiante dans le couloir et l'éclair qui venait juste de frapper de lumière les portes bleues devaient signifier qu'il y avait une fenêtre quelque part dans le couloir. Un vague souvenir fit surface, et je me rappelai soudain que le 3e étage avait une alcôve et une fenêtre inférieure, posée à mi-chemin du couloir de l'étage. Impatient de jeter un coup d'œil dehors et peut-être voir un autre être humain, je marchai rapidement vers l'alcôve jusqu'à y arriver et trouver une large et épaisse vitre, arrosée de pluie comme la petite lucarne de la porte principale. Mais à la différence de la première, je pouvais ouvrir celle-ci. Je tendis une main vers la vitre pour la faire glisser et l'ouvrir, mais j'hésitais. J'avais le sentiment étrange que si j'ouvrais la fenêtre, je verrais quelque chose d'absolument effroyable de l'autre côté. Tout a été si étrange derrière moi. Donc je suis revenu ici avec un plan sans oublier de prendre ce dont j'avais besoin. Je ne pense pas sérieusement qu'il ressortira quoi que ce soit de tout ça, mais je m'ennuie, il pleut et je vais devenir fou. Je suis revenu pour prendre ma webcam. Pas moyen, le cordon n'est pas assez long pour atteindre le 3e étage. Donc au lieu de ça, je vais la cacher entre les 2 machines à soda au fin fond de mon couloir sombre du sous-sol, faire courir le fil le long du mur de mon appartement sous la porte et mettre du ruban adhésif noir dessus pour mieux le dissimuler sur la bande de plastique noir qui longe la base des murs du couloir et ce jusqu'aux machines. Je sais que c'est idiot, mais j'ai rien de mieux à faire. Eh bien, il n'est rien arrivé. J'ai veillé à laisser ouverte la porte de la cage d'escalier qui mène au couloir de rez-de-chaussée. Je me suis blindé moralement, puis ai jeté la lourde porte métallique de sorte à ce qu'elle reste grande ouverte, et j'ai immédiatement dévalé les escaliers comme un dératé jusqu'à ma chambre, et claqué la porte. J'ai regardé la webcam sur mon ordinateur attentivement, ayant une vue sur tout le couloir derrière ma porte et une partie de la cage d'escalier. Je suis en train de regarder en ce moment même, et je ne vois absolument rien d'intéressant. J'aurais espéré que la caméra soit dans une autre position. J'aurais eu une vue sur la lourde porte d'entrée métallique. Hé, quelqu'un est en ligne? J'ai sorti une webcam plus âgée et moins fonctionnelle du placard pour discuter avec mon ami en ligne. Je ne pouvais pas vraiment lui expliquer pourquoi je voulais utiliser la webcam, mais ça m'a fait du bien de voir le visage d'une autre personne. Il ne pouvait pas parler très longtemps et notre discussion n'a pas été bien significative. Mais je me sens beaucoup mieux. Mon étrange peur s'est presque totalement dissipée. Je voudrais me sentir totalement bien, mais il y a quelque chose de bizarre avec cette conversation. Je sais que j'ai déjà dit que tout m'a paru étrange ces derniers temps, mais il était très vague dans ses réponses. Je ne peux rien me souvenir de spécifique qu'il ait dit, pas de nom en particulier, de lieu ou d'événement dont il aurait parlé. Mais par contre, il m'a demandé mon adresse mail, histoire de garder le contact. Oh, attendez, je viens de recevoir un mail. Je m'apprête à sortir.
Le mail venait d'Amy qui me demandait de la retrouver pour dîner là où on a l'habitude d'aller. J'adore les pizzas et ça fait des jours que j'ai rien mangé d'autre que des trucs sans saveur pris au hasard dans mon frigo, pauvrement approvisionnés. Il faut le reconnaître. Je peux à peine attendre et c'est peu de le dire. Encore une fois, je me sens complètement ridicule à propos des 2 derniers jours que j'ai vécus. Je vais détruire ce journal quand je rentre. Ah! Un autre mail? Oh, mon Dieu! J'ai failli laisser le mail et ouvrir la porte. J'ai failli ouvrir la porte. J'ai presque ouvert la porte, mais j'ai lu le mail avant. Ça venait d'un ami dont je n'avais entendu aucune nouvelle depuis longtemps, et c'était envoyé à un grand nombre d'adresses. C'était probablement la totalité des personnes qu'il avait enregistrées dans sa liste de contacts. Il n'y avait pas d'objet. Ça disait simplement « Vu de vos propres yeux, ne leur faites pas confiance, ils. » Putain, ça veut dire quoi? Ces mots me choquent, et je continue de les relire encore et encore. Un mail désespéré envoyé juste au moment où il s'est passé un truc? La phrase a été coupée avant d'avoir pu être terminée, c'est évident. N'importe quel autre jour, j'aurais considéré ça comme un spam d'un virus informatique ou autre, mais les mots « vu de vos propres yeux ». Je ne peux m'empêcher de relire ce journal et de repenser aux derniers jours pour réaliser que je n'ai vu aucune autre personne de mes propres yeux, et que je n'ai parlé à personne face à face. La discussion webcam avec mon ami était si étrange, si vague, si lugubre. Maintenant que j'y pense, était-ce si lugubre? Ou la peur obscurcirait-elle ma mémoire? Mon esprit rejoue la progression des événements que j'ai mis par écrit ici, soulignant le fait qu'il n'est pas un seul fait auquel j'ai été confronté qui ne mérite pas que je sois méfiant. Le mauvais numéro inconnu qui connaît mon prénom, l'étrange appel ultérieur d'Amy, l'ami qui a demandé mon adresse mail. C'est moi qui lui ai parlé en premier quand je l'ai vu en ligne. Et quelques minutes seulement après cette conversation, j'ai reçu un mail. Ah mon Dieu! Cet appel que j'ai eu avec Amy. J'ai dit au téléphone... J'ai dit que j'étais à 30 minutes à pied de la 7e avenue. Ils savent que je suis près de là. Et s'ils essaient de me trouver? Où est tout le monde? Pourquoi je n'ai vu ni entendu personne d'autre ces derniers jours? Non. Non, c'est cinglé. C'est complètement cinglé. Je dois me calmer. Cette folie doit s'arrêter. Je ne sais pas quoi penser. J'ai couru partout dans mon appartement furieusement, tendant mon téléphone portable à chaque coin pour voir si je captais le moindre signal derrière ces murs épais. Finalement, dans la petite salle de bain près d'un des coins de son plafond, j'ai réussi à obtenir une barre. Tenant mon téléphone là, j'ai envoyé un texto à chacun de mes contacts de ma liste. Ne voulant rien trahir de mes peurs infondées, j'ai simplement envoyé « Vous avez vu quelqu'un face à face dernièrement ?» À cet instant, je voulais juste qu'on me réponde. Je me foutais totalement de la réponse ou de savoir si je me tapais la honte. J'ai essayé d'appeler plusieurs personnes à quelques reprises, mais je n'arrivais pas à amener ma tête assez haut. Et si j'abaissais le téléphone ne serait-ce que d'un pouce, le signal était perdu. Puis je me souviens de l'ordinateur, et je me suis ruée dessus en envoyant un message à tous ceux qui étaient en ligne. La plupart étaient absents ou loin de leur ordi sans doute. Personne ne répondit. Mes messages se firent plus insistants et frénétiques, et j'ai commencé à dire aux gens où je me trouvais pour faire un saut chez moi, en personne, et que je puisse ainsi les recevoir. Et plein d'autres raisons encore moins crédibles. Je me fichais de tout à ce point-là. J'avais juste besoin de voir une autre personne. J'ai aussi retourné mon appartement chercher un truc que j'aurais pu oublier. N'importe quel moyen de contacter un autre être humain sans ouvrir la porte. Je sais que c'est fou. Je sais que c'est infondé. Mais et si? Et si? J'ai simplement besoin d'être sûre. J'ai scotché mon portable au coin du plafond de la salle de bain pour être sûre de ne pas perdre le signal. Mardi. Le téléphone a sonné. Épuisée de mon déchaînement de la nuit dernière, j'ai dû tomber de fatigue. J'ai été réveillée par la sonnerie du téléphone et ai couru vers la salle de bain, debout sur les toilettes et ouvert le téléphone scotché dans le coin du plafond. C'était Amy, et je me sentais tellement mieux. Elle était vraiment inquiète à mon sujet, et apparemment elle avait essayé de me contacter depuis la dernière fois que je lui avais parlé. Elle va arriver d'un instant à l'autre, et oui, elle sait où je suis sans que je n'ai eu besoin de lui dire. Je me sens tellement gênée. C'est décidé, je vais balancer le journal avant que quelqu'un le voie. Je sais même pas pourquoi je continue d'y écrire. Peut-être est-ce juste parce qu'il s'agit du seul moyen de communication que j'ai eu depuis Dieu sait quand. J'ai une mine affreuse. J'ai regardé dans le miroir avant de revenir écrire ceci. Mes yeux sont creux, ma barbe est plus épaisse, et plus généralement j'ai l'air en mauvaise santé.
Mon appartement est saccagé, mais je vais pas le nettoyer. Je pense que j'ai besoin que quelqu'un d'autre voie ce que je viens de traverser. Ces derniers jours n'ont pas été normaux. Je me suis pas imaginé des choses. Je sais que j'ai été victime d'une probabilité extrême. J'ai probablement manqué de voir une autre personne une douzaine de fois. Il m'a simplement pris l'envie d'aller dehors quand il était tard dans la nuit, et dans le milieu de la journée quand tout le monde était déjà parti. Tout va parfaitement bien. Je le sais à présent. De plus, j'ai trouvé dans le placard la nuit dernière quelque chose qui m'a énormément aidé. Une télévision. Je l'ai branchée juste avant d'écrire ça et elle est au fond. La télévision a toujours été un échappatoire pour moi, et elle me rappelle qu'il y a un monde derrière ces murs de briques sales. Je suis content qu'Amy soit la seule à m'avoir répondu après le harcèlement frénétique de la nuit dernière de tous ceux que j'ai pu contacter. Cela fait maintenant plusieurs années qu'elle est ma meilleure amie. Elle ne le sait pas, mais je compte le jour où je l'ai rencontrée parmi les quelques moments de véritable bonheur que j'ai eus dans ma vie. Je me souviens de ce jour chaud d'été avec tendresse. Cette réalité semble si loin de ce sombre, pluvieux et solitaire endroit. Il me semble que nous avons passé des jours assis dans cette aire de jeu, beaucoup trop âgés pour y jouer, juste à parler et à y traîner sans rien faire d'autre que de laisser le temps passer. Il me semble encore que je pourrais revenir à ce moment parfois, et ça me rappelle que cette foutue place n'est pas la seule à... Ah, on frappe à la porte! J'ai pensé que c'était bizarre que je ne puisse pas la voir à travers la caméra que j'ai cachée entre les deux machines à soda. J'ai compris qu'elle était mal positionnée, comme lorsque je ne pouvais pas voir la porte principale. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû le savoir. Après avoir entendu un coup sur la porte, j'ai crié à travers celle-ci que j'avais une caméra cachée entre les deux machines à soda. En rigolant, tant j'étais embarrassée d'avoir emmené cette paranoïa si loin. Après cela, j'ai vu son image apparaître sur mon écran, marcher vers la caméra et la regarder. Elle sourit et salua. « Hey !» dit-elle vivement, me lançant un regard ironique et désabusé. « C'est bizarre, je sais, répondis-je, le micro attaché à mon ordinateur. J'ai vécu une série de jours étranges. Ouais, j'en doute pas. Ouvre la porte, John. J'hésitais. Comment pouvais-je être sûre? Hé, fais-moi plaisir une seconde, lui dis-je à travers le micro. Dis-moi un truc à propos de nous deux, juste pour me prouver que c'est bien toi. Elle donna à la caméra un regard singulier. Ok. Elle réfléchit. On s'est rencontrés, par hasard, dans une aire de jeu quand on était tous les deux trop vieux pour s'y trouver? Je soupirais profondément alors que la réalité avait retrouvé sa place et que la peur s'était totalement estompée. Mon Dieu, j'ai été si ridicule. Bien sûr que c'est Amy. Ce jour-là n'était nulle part ailleurs que dans ma mémoire. Je n'en ai même jamais parlé à personne. Non pas par gêne, mais pour conserver une étrange et secrète nostalgie. À propos du désir que je conserve de voir ce jour exister à nouveau. Très bien, je vais tout expliquer. J'arrive. J'ai couru à ma petite salle de bain et remis en place mes cheveux du mieux que j'ai pu. Je paraissais affreux, mais elle comprendrait. Ricanant de mon comportement incroyable et du bazar que j'avais créé dans mon appartement, je marchai vers la porte. Je posai la main sur la poignée et donnai au désordre un dernier regard. Tellement ridicule, ai-je pensé. Mes yeux suivaient du regard la nourriture à moitié mangée qui traînait un peu partout sur le sol de l'appartement, la poubelle débordante et le lit que j'avais basculé sur le côté à la recherche de Dieu sait quoi. Je me suis presque tournée vers la porte et j'étais sur le point de l'ouvrir. Mais mes yeux tombèrent sur une dernière chose. La vieille webcam, celle que j'avais utilisée pour cette étrange et insipide conversation avec mon ami. Sa sphère noire et silencieuse gisait sur son côté à tout hasard, et son objectif pointait vers la table où ce journal reposait. Une terreur accablante me prit alors que je réalisai que si quelque chose avait regardé à travers cette caméra, ça aurait vu ce que je venais juste d'écrire à propos de ce jour-là. Je lui ai demandé n'importe quoi à propos de nous deux, et elle a précisément choisi la seule chose que je pensais qu'il ou que ça ne savait pas. Mais ça le savait! Ça le savait! Ça aurait pu être en train de me regarder durant tout ce temps! Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai hurlé. J'ai hurlé d'une terreur incontrôlable. J'ai piétiné la vieille webcam sur le sol. La porte a tremblé et sa poignée tournait dans tous les sens. Mais je n'ai pas entendu la voix d'Amy à travers la porte. Était-ce la porte du sous-sol? Fait en sorte qu'elle tienne à l'écart les courants d'air, qui étaient trop épaisses? Ou était-ce Amy qui n'était pas derrière? Qu'est-ce qui aurait pu essayer d'entrer si ce n'était pas elle? Qu'est-ce qui est derrière ma porte, putain?
Je l'ai vu sur mon écran à travers la webcam dehors. Je l'ai entendu à travers les micros et la caméra dehors. Mais était-ce réel? Comment puis-je savoir? Elle est partie à présent. J'ai hurlé et supplié qu'on vienne à mon secours. J'ai entassé tous les meubles de mon bon appartement contre la porte d'entrée. Vendredi. Du moins, je pense qu'on est vendredi. J'ai détruit tout ce qu'il y avait d'électronique. J'ai réduit mon ordinateur en miettes. Le moindre programme électronique aurait pu avoir été infiltré par un accès au réseau. Ou pire, avoir été altéré. Je suis programmeur, je le sais mieux que n'importe qui. La moindre information me concernant que j'ai pu donner depuis que tout ça a commencé. Mon nom, mon email et mon adresse. Rien de tout cela ne m'est revenu de l'extérieur. Rien jusqu'à ce que je les donne moi-même. Je ne cessais de lire et de relire ce que j'écris. Je faisais les 100 pas de long en large de mon appartement, partagé entre une terreur absolue et une incrédulité accablante. Malgré cette incrédulité, je suis de temps à autre absolument certain qu'une sorte d'entité ectoplasmique meurt d'envie d'arriver à me faire sortir dehors. Retour où tout cela a commencé, avec l'appel provenant d'Amy. Elle m'a effectivement demandé d'ouvrir la porte et de me rendre à l'extérieur. Ça n'a de cesse de me traverser l'esprit. Une partie de moi me dit que je me suis comporté comme un fou, et que tout cela n'est que le résultat de convergences dues à d'extrêmes probabilités. N'être jamais sorti de mon appartement au bon moment. Est-ce par pure chance? N'avoir jamais rencontré une autre personne par pure chance? Avoir reçu par hasard un mail insensé d'un ordinateur piraté juste au mauvais moment pour me faire flipper? L'autre partie de moi dit que ces convergences sont la raison pour laquelle, quoi que soit la chose dehors, ne m'a pas déjà attrapé. Maintenant que j'y pense, je n'ai jamais ouvert la fenêtre du 3e étage. Je n'ai jamais ouvert la porte d'entrée principale, jusqu'à cette expérience incroyablement stupide de webcam cachée que j'ai ouvert furtivement, et ce après quoi j'ai couru directement droit à ma chambre et claqué la porte. Je n'ai plus ouvert l'épaisse porte de ma chambre, depuis que j'ai laissé entrouvert la porte principale du bâtiment. Quoi qu'il puisse y avoir dehors, s'il y a bien quelque chose, ça n'est jamais apparu dans le bâtiment avant que je n'ai ouvert la lourde porte métallique. Peut-être que la raison pour laquelle ça n'est pas déjà dans le bâtiment était que c'était ailleurs, attrapant tous les autres. Et ensuite que ça a attendu, jusqu'à ce que je trahisse mon existence en essayant d'appeler Amy. Un appel qui n'a rien donné, jusqu'à ce que ça me rappelle pour me demander mon prénom. La terreur me submerge littéralement, chaque fois que j'essaye d'assembler les pièces de ce cauchemar ensemble. Ce mail, court, coupé, provenait-il de quelqu'un essayant de faire passer le mot? Des mots d'une voix bienveillante et amicale essayant désespérément de me prévenir avant que ça n'arrive? Vu de vos propres yeux, ne leur faites pas confiance. Exactement ce pourquoi j'ai été si soupçonneux. Ça pourrait avoir le contrôle total de tout objet électronique, exerçant son insidieuse tromperie pour me forcer à aller dehors. Pourquoi est-ce incapable d'entrer? Ça a frappé à la porte. Ça doit donc avoir une présence solide. La porte. L'image de ces portes dans le couloir plus haut, pareil à des gardiens monolithiques, me revient à l'esprit chaque fois que je m'efforce d'esquisser un chemin logique fait de mes pensées. S'il y a bien une entité fantôme essayant de me faire sortir dehors, peut-être que ça ne peut pas traverser les portes. Je ne cesse de me remémorer tous les livres que j'ai lus et tous les films que j'ai vus, essayant de trouver une explication à cela. Les portes ont toujours été des foyers, si intenses pour l'imagination humaine, toujours vus comme des pupilles ou des portails d'une importance particulière. Ou la porte est-elle simplement trop épaisse? Je sais que je ne pourrais pas défoncer une seule porte de ce bâtiment, et je ne parle même pas de celle du sous-sol. Cela mis à part, la véritable question est, pourquoi même cela vaudrait-il de moi? Et si ça voulait simplement me tuer, ça aurait pu le faire de plusieurs façons, incluant le fait d'attendre simplement que je meure de faim. Et si ça ne voulait pas me tuer? Si ça me réservait un sort plus horrible encore que la mort? Mon Dieu, que puis-je faire pour échapper à ce cauchemar? Ça frappe à la porte. J'ai dit aux personnes se trouvant de l'autre côté de la porte qu'il me fallait 1 minute pour réfléchir et qu'ensuite je sortirais. Je suis actuellement en train d'écrire tout ça, donc je peux réfléchir à ce que je vais faire. Au moins, cette fois-ci j'ai entendu leur voix. Ma paranoïa? Et oui, je le reconnais que je suis paranoïaque. M'a fait réfléchir à toutes sortes de moyens pour que leur voix ait pu être simulée électroniquement. Il pourrait n'y avoir rien d'autre que des haut-parleurs dehors, imitant des voix humaines. Leur a-t-il véritablement pris 3 jours pour venir me parler? Amy est supposément dehors avec 2 policiers et un psychiatre. Peut-être a-t-il pris 3 jours pour réfléchir à ce qu'il me dirait. Le discours du psychiatre,
pour être plutôt convaincant si je décidais que tout cela n'était qu'un malentendu farfelu, et non pas une sorte d'entité essayant de me faire ouvrir la porte. Le psychiatre avait une voix plus âgée que les autres, autoritaire mais bienveillante. J'aimais sa voix. Je suis désespérée de voir quelqu'un de mes propres yeux. Il m'a dit que je souffrais d'une chose que l'on appelle cyberpsychose, et que je ne suis qu'un à l'échelle nationale parmi quelques milliers à être victime de cette épidémie de cyberdépression, causée par un mail suggestif qui est parvenu à s'infiltrer d'une certaine façon. Je jure qu'il a précisément dit, est parvenu à s'infiltrer d'une certaine façon. Je pense qu'il voulait dire diffuser à travers le pays inexplicablement, mais je suis incroyablement superstitieux sur le fait que l'entité a laissé échapper quelque chose, m'a révélé quelque chose malgré elle. Il m'a dit que je faisais partie d'une vague de comportements émergents, qu'un grand nombre d'autres personnes avaient le même problème, étant éprouvées par les mêmes peurs, bien que nous n'ayons jamais communiqué entre nous. Cela explique parfaitement l'étrange mail à propos des yeux que j'ai reçu. Il ne s'agissait pas du mail original qui a tout déclenché. J'ai simplement reçu une de ses copies. Mon ami a pu lui aussi être victime de cette psychose et tenter de prévenir tous ceux qu'il connaissait contre ses peurs paranoïaques. C'est comme cela que l'épidémie s'est diffusée, clame le psychiatre. Je pourrais aussi avoir aidé à la diffuser avec mes textos et mes messages envoyés à tous ceux que je connais. Quelqu'un parmi eux pourrait être en train de péter les plombs au moment où j'écris ça. Ceci déclenché par quelque chose que je leur aurais envoyé. Quelque chose qui pourrait interpréter comme bon leur semblera. Quelque chose comme un texte me demandant s'ils avaient vu n'importe quoi face à face dernièrement. Le psychiatre me dit qu'il ne veut pas en perdre un autre, que les gens comme moi sont intelligents, et que ce n'est que de nos faux pas qu'ils cherchent à nous préserver. Nous établissons des liens avec une telle exactitude que nous en établissons même lorsqu'il n'y en a aucun à faire. Il dit qu'il est facile de se perdre et de se laisser prendre par la paranoïa dans notre monde trépidant, en constante évolution où la plupart de nos interactions avec celui-ci sont de plus en plus simulées. Je dois lui reconnaître une chose. C'est une très bonne explication. Elle explique avec soin absolument tout. Cela explique parfaitement tout, en fait. J'ai toutes les raisons de délaisser cette peur cauchemardesque qu'une chose ou qu'une conscience ou un être est dehors et attend de moi que j'ouvre la porte pour qu'il puisse s'emparer de moi. Pour que je fasse front à une horrible destinée, bien pire encore que la mort. Il serait stupide de ma part qu'après avoir entendu cette explication, je reste ici enfermé jusqu'à mourir de faim, simplement pour emmerder l'entité qui pourrait avoir réussi à s'être emparée de tous les autres. Il serait tellement stupide de penser, après avoir entendu cette explication, que je pourrais bien être l'un des derniers êtres humains laissés en vie dans un monde vide, me cachant dans ma chambre sécurisée au sous-sol, crachant à la gueule d'une créature à peine concevable, emplie de fourberies et de tromperies, par le simple fait de refuser d'être capturé. C'est une explication parfaite pour la moindre petite chose étrange que j'ai vue ou bien entendue, et j'ai toutes les raisons du monde de laisser toutes mes peurs s'en aller et d'ouvrir la porte. C'est exactement ce que je ne vais pas faire. Comment puis-je être sûr? Comment puis-je discerner le réel de la tromperie? Toutes ces putains de machines avec leurs fils et leurs signaux provenant d'une origine invisible. Ils ne sont pas réels. Je ne peux pas être sûr. Les signaux émis à travers une caméra, vidéos truquées, des appels téléphoniques trompeurs, des mails. Même la télévision gisant cassée sur le sol. Comment puis-je savoir que c'est bien réel? Ce n'est que des signaux, des ondes, de la lumière. La porte, ça enfonce la porte, ça essaie d'entrer. Quel fort artifice mécanique à la pointe de la technologie ça pourrait être en train d'utiliser pour imiter si parfaitement le bruit d'homme qui attaque le bois d'épée. Au moins, je vais pouvoir voir de mes propres yeux. Il n'y a plus rien qui reste ici pour me duper. J'ai détruit tout système électronique. Ça ne peut pas tromper mes yeux, n'est-ce pas? Vu de vos propres yeux, ne leur faites pas confiance. Attendez. Ce message désespéré, me disait-il de faire confiance à mes yeux? Ou plutôt me mettait-il en garde contre eux? Oh mon Dieu, quelle est la différence entre une caméra et mes yeux? Toutes convertissent la lumière et y captent en signaux électriques. Ils sont identiques. Chut, je ne peux me faire avoir. Je dois être sûr. Je dois être sûr. D'un inconnu. J'ai calmement réclamé du papier et un stylo, jour après jour, jusqu'à ce que finalement ça me les donne. Non pas que cela m'importe. Que vais-je faire à présent? M'arracher les yeux? Les bandages semblent être une partie de moi-même à présent.
La douleur s'en est allée. Je me dis que ça sera, à ne pas douter, une de mes dernières chances d'écrire lisiblement, sans ma vue pour corriger les erreurs, mes mains oublieront lentement tous les mouvements associés à l'écriture. C'est par compassion pour moi-même, cette écriture. C'est une relique d'un autre temps, car je suis certain que tous ceux restant dans le monde sont morts. Ou bien pire encore. Je m'assieds contre le mur capitonné, tous les jours. L'entité m'apporte à manger et à boire. Ça se grime parfois en infirmière attentionnée, parfois en docteur antipathique. Je pense que ça sait que mon ouïe s'est considérablement accrue par le fait que je vis dans l'obscurité totale à présent. Ça feint des conversations dans les couloirs, qu'à tout hasard je pourrais surprendre. L'une des infirmières parle d'avoir un enfant bientôt. L'un des docteurs a perdu sa femme dans un accident de voiture. Rien de tout cela ne m'apporte. Rien de tout cela n'est vrai. Rien de tout cela ne m'atteint, sinon elle. C'est ici qu'arrive la pire des parties que je peux à peine supporter. La chose vient à moi, sous les traits d'Amy. Son imitation est parfaite. Sa voix sonne comme celle d'Amy. Le parfum de son corps est pareil au sien. Ça parvient même à produire et à imiter raisonnablement les filets de larmes qui s'écoulent sur les joues reproduites à l'identique que la créature me fait sentir. Quand ça m'a emmenée ici la première fois, ça m'a dit toutes les choses dont j'avais toujours voulu entendre d'elle. Ça me dit qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimé, qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'avais fait cela, que nous pouvions toujours avoir une vie tous les deux ensemble, si seulement j'arrêtais d'insister et qu'on tentait de me tromper. Ça voulait que je croie. Non, ça avait besoin que je croie qu'Amy était réelle. Je me suis presque fait avoir. J'ai presque été assez dupe. Jamais je n'avais autant douté de moi-même. À la fin, cependant, cela était beaucoup trop parfait, sans défaut, et bien trop réel. La fausse amie avait l'habitude de venir me rendre visite chaque jour, puis chaque semaine, et finalement ne vint plus du tout. Mais je ne pense pas que l'entité abandonnera. Je pense que ce jeu d'attentisme n'est qu'un autre de ses tours. J'y résisterai jusqu'à la fin de mes jours si je suis forcé. Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste du monde, mais je suis sûre que cette chose a besoin que je tombe dans ses tromperies. Si ça a effectivement besoin de cela, alors peut-être, juste peut-être, que je suis une embûche dans son agenda. Peut-être qu'Amy est toujours vivante, dehors, quelque part, gardée en vie par ma seule volonté de résister au trompeur. Je m'accroche à cet espoir basculant mon corps d'avant en arrière dans ma cellule pour passer le temps. Je n'abandonnerai jamais. Je ne céderai pas. Je suis un héros. Le médecin lisait le papier sur lequel le patient avait griffonné. C'était à peine lisible. L'écriture était aussi tremblotante que pouvait l'être celle d'une personne qui ne pouvait plus voir. Il voulut sourire face à la ferme volonté du jeune homme, un rappel transcendant de la volonté qu'a toujours manifesté l'homme pour sa survie. Mais il savait que son patient était complètement délirant. Après tout, un homme sain d'esprit aurait accepté la duperie depuis longtemps. Le médecin voulut sourire. Il voulut murmurer des mots d'encouragement au jeune homme délirant. Il voulut hurler, mais les filaments nerveux qui entouraient sa tête et qui avaient percé ses yeux le firent agir autrement. Son corps se déplaça vers la cellule matelassée et y entra à la manière d'un pantin. De sa bouche sortirent encore une fois les mêmes mots. Il dit au patient qu'il se trompait et qu'il n'y avait personne qui essayait de le duper.